Chers compatriotes, nous voici au terme de l'année 2023 et le moins que l'on puisse dire est que les années passent et se ressemblent en Côte d'Ivoire. Une année pénible pour le peuple et, disons-le, jouissive pour les gouvernants. Comme les années précédentes, la Côte d'Ivoire de 2023 n'a pas failli à sa réputation de pays aux réalités contradictoires et paradoxales. Les dernières décisions du président de la République sont assez symptomatiques de cette réalité et résument assez bien la situation sociopolitique de notre pays. D'un côté, un État en plein essor avec des infrastructures prestigieuses et un train de vie à faire pâlir les nations les plus riches de la planète. De l'autre, un peuple en grande souffrance avec un taux de pauvreté autour de 40% et qui, pour joindre les deux bouts, doit constamment faire preuve d'imagination, d'adaptation et de résilience devant le coût de la vie rendu excessivement cher et inaccessible par les multiples et brutales augmentations à lui imposées. Les récentes décisions portant respectivement augmentation de l'électricité et nomination de plusieurs ministres sont la plus parfaite illustration de cette Côte d'Ivoire à deux visages. D'un côté, toujours une Côte d'Ivoire qui est si économiquement réluisante, donc au bilan si largement excédentaire, qu'on en récompense des amis cumulant déjà de hauts postes au sommet de l'État, avec la création de postes avec rang de président d'institution, ministre d'État, ministre directeur de cabinet, ministres conseillers, ministres secrétaires généraux et que sais-je encore. De l'autre côté, malgré son taux de croissance envieux et ses 13 000 milliards de budget, une Côte d'Ivoire en si grande difficulté financière qu'elle en est à faire la poche au pauvre peuple qui tire déjà péniblement le diable par la queue. Un peuple dont la grande majorité n'arrive plus à manger à sa faim. Et tout ça pour, dit-on, résoudre le déficit budgétaire au niveau énergétique. Chers compatriotes, voilà la réalité de notre pays. Un pays riche, des gouvernants embourgeoisés, mais un peuple pauvre qui se meurt. Mais pourquoi les pauvres devraient-ils payer pour les riches? Pourquoi les pauvres devraient-ils payer pour la malgouvernance des bourgeois? Pourquoi? Pourquoi les Ivoiriens doivent-ils payer pour financer la politique du rattrapage ethnique de M. Ouattara? Cette politique qui prétend corriger une injustice par une autre injustice. Cette politique qui consacre l'essentiel des postes importants et donc quasiment tous les premiers rôles de la République à un groupe ethnique et des strapontins et les seconds rôles aux autres. Pour un homme qui a surfé sur l'injustice sociale, portée selon lui par l'horrible politique de l'ivoirité, qui aurait institué la plus abjecte des injustices et inégalités entre citoyens ivoiriens, pour un homme qui a promis gouverner en bon père de tous, en rétablissant la justice et l'égalité pour tous les Ivoiriens d'où qu'ils viennent, cette politique, avec tout le respect que je lui dois pour son rang et son âge, est bien décevante pour la réputation qui l'a précédée. Chers compatriotes, au-delà de ces fondamentaux de la gouvernance RHDP, la question qui vient à l'esprit relativement à l'augmentation de l'électricité, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché? Il vous souviendra, en effet, chers compatriotes, que le chef de l'État, à l'occasion de son adresse du 1er mai 2015, en annonçant déjà une première augmentation de 18% sur l'électricité, avait pris deux engagements majeurs. Le premier, l'augmentation de la production pour une réduction du prix de l'électricité. Et le deuxième, la fin du monopole du secteur de l'électricité et de l'eau pour une réduction substantielle des prix par l'effet de la concurrence. 8 années sont passées.
Plusieurs augmentations sont intervenues. Les prix n'ont guère baissé. Bien au contraire, ils s'envolent. Quant au monopole, il n'a jamais été aussi consolidé qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a donc pas marché pour que, malgré l'identification du monopole comme la cause de la cherté de l'électricité et de l'eau, et malgré la volonté solennellement déclarée et affichée du chef de l'État de mettre fin au monopole, eh bien, ces secteurs vitaux demeurent contrôlés par le seul et même groupe. Nous demandons des explications et je veux espérer que nous en aurons une avec l'intervention du chef de l'État ce soir. N'aurait-il pas d'autres groupes économiques capables et intéressés par la distribution de l'électricité et de l'eau en Côte d'Ivoire? Ou une main plus puissante aurait-elle tenu en respect et dans l'incapacité le président de la République dans la mise en œuvre de cette importante décision? Chers compatriotes, ces interrogations et bien d'autres nous projettent au cœur de la problématique du développement de nos pays et du bien-être social de nos peuples. Nos chefs d'État ont-ils vraiment les mains libres dans les choix stratégiques et la gestion de nos États? À l'évidence, non. L'impuissance et l'infortune du chef de l'État, qui doit non seulement subir impuissant le monopole contre son gré, mais aussi avoir à punir la mort dans l'âme son propre peuple déjà agonisant en lui imposant une augmentation de 20% en une seule année pour maintenir l'embonpoint financier du bourreau, montre bien le poids dont pèsent nos chefs d'État et gouvernants dans les décisions stratégiques de nos pays. Elle montre bien que le système en vigueur dans nos pays, eh bien, dans ce système, le peuple souhaite, le président propose et la puissance tutélaire dispose. Voilà, chers compatriotes ivoiriens, voilà, chers compatriotes africains, le vrai problème de nos États. Voilà, chers Ivoiriens, la vraie cause de la cherté de la vie et de notre misère. Nous avons un État, mais nous n'avons pas, et nous ne sommes pas libres de sa gestion. Ce n'est pas un problème, croyez-le, d'économistes ni d'ingénieurs. C'est un problème de souveraineté nationale. Et toute personne qui ne l'a pas compris n'a encore rien compris. Chers compatriotes, après la lutte héroïque et victorieuse de nos pères pour la liberté et la reconnaissance des droits de notre peuple, l'heure de la lutte pour la souveraineté sans laquelle la liberté, les droits et les indépendances resteront sans objet a maintenant sonné. Là est l'enjeu des échéances à venir, ici et ailleurs sur le continent. Là se trouve l'urgence des combats et luttes à venir. Combats et luttes pour la souveraineté et l'appropriation des outils politiques et économiques de nos pays pour le bien-être social de nos peuples. Quiconque ne s'inscrit pas travaille à garder le continent sous la servitude et le pillage des puissances extérieures. Pour ma part, j'y reste résolument et activement engagé. Et c'est le sens du colloque des peuples africains sur la démocratie en Afrique que nous organisons en terre africaine de Côte d'Ivoire en décembre 2024 avec la société civile et la diaspora africaine, colloque pour lequel je vous adresse d'ores et déjà bien cordialement une sainte invitation. En attendant que le combat soit mené et gagné, le peuple doit être ménagé. Et il ne doit pas indéfiniment être le souffre-douleur de la malgouvernance. C'est pourquoi j'en appelle ici à l'humanisme du chef de l'État pour le gel de cette mesure portant augmentation de 10% sur l'électricité à compter du 1er janvier 2024. En lieu et place et pour résoudre le déficit déclaré en attendant de faire jouer la concurrence pour faire baisser les prix, je propose la réduction du train de vie de l'État comme suit. Entre autres, 1. La réduction du nombre de ministres avec du nombre de ministres.
avec la ribambelle de ministres, ministres au gouvernement, ministres conseillers, ministres directeurs de cabinet, ministres secrétaires généraux et autres personnalités et conseillers spéciaux avec rang de ministre. Eh bien, Dieu seul sait combien de ministres compte la Côte d'Ivoire. En réduisant ne serait-ce que de moitié. Et je signale que M. Ouattara, alors opposant, avait un grand expert de la gouvernance des États au FMI, déclaré lui-même, et je suis d'accord avec lui, qu'une vingtaine de ministres suffisait largement pour le gouvernement d'un pays comme la Côte d'Ivoire. 2. Je propose la suppression des postes de ministres-gouverneurs qui, reconnaissons-le, ne sont qu'un parfait doublon avec les conseils régionaux. 3. Je propose la suppression du Sénat, car en l'état actuel de notre système politique, le Sénat, en dehors de l'outil qu'il constitue entre les mains du chef de l'État pour caser ou récompenser quelques-uns, n'est pas d'une nécessité absolue. Il est comme les ministres-gouverneurs, inutilement budgétivores. L'économie forcément substantielle dégagée de ces mesures de saine gestion permettra de financer le déficit et d'honorer bien d'autres dépenses de l'État sans avoir à opérer le braquage honteux des pauvres populations. En terminant, je voudrais appeler mes compatriotes ivoiriens et africains à la vigilance et à garder les yeux ouverts sur le monde. Ce monde qui bouge, qui se recompose et qui évolue. J'exhorte à garder l'esprit ouvert sur l'humanité. Cette humanité qui se déshumanise, s'immoralise et se bestialise avec de nouvelles valeurs auxquelles nous sommes désormais invités, orbi et urbi, à adhérer. Des valeurs prétendument universelles et démocratiques qui, au regard de notre culture et de nos valeurs à nous, ne sont que sacrilèges et abominations. L'enjeu de la lutte pour la souveraineté de nos peuples, c'est aussi un enjeu culturel et civilisationnel. C'est pourquoi, tout en rendant hommage à tous les peuples en lutte sur le continent pour leur souveraineté, je veux adresser mes plus vives félicitations à tous les dignitaires, religieux comme laïcs, qui ont élevé la voix pour dire non à l'immoralité, non aux contre-nature. Oui, chers compatriotes, au moment de l'obscurcissement de l'esprit humain, au moment de la déshumanisation de l'humanité, l'Afrique, en bonne mère, doit rester le rempart moral humanisant, le garant de l'humanité et de la moralité. Je ne saurais clore définitivement ce message sans m'adresser à la jeunesse africaine et plus particulièrement à la jeunesse ivoirienne. Cette jeunesse à laquelle, semble-t-il, l'année a été officiellement dédiée, à qui, nous a-t-on dit, 1 milliard de francs CFA est quotidiennement versé, mais qui, curieusement, ne semble apercevoir de lueur d'espoir, car la traversée de la Méditerranée, au risque et au péril de sa vie, à la recherche d'une vie à l'abri du chômage et de la galère, à cette jeunesse désespérée, je veux dire qu'il y a de l'espoir. Le président Houphouët-Boigny et ses compagnons, dont on ne saluera jamais assez la mémoire, ont bâti et doté notre pays de solides fondements. Ses successeurs, dont certains ont déjà tiré leur révérence, ont essayé tant bien que mal de maintenir le cap. Je veux ici m'incliner à nouveau sur la mémoire du président Henri Konan Bédié, qui nous a quittés il y a peu. À présent, les nouvelles générations s'apprêtent, avec vous, à prendre la relève avec un espoir certain de renouveau et d'espérance. Le meilleur est à venir. Et c'est avec une pensée émue pour toutes les victimes des guerres qui se déroulent en ce moment dans le monde. En Europe, entre la Russie et l'Ukraine, au Proche-Orient, entre Israël et le Hamas, et en Afrique, entre les factions rivales au Soudan,
mais enfin également avec le secret espoir que de bonnes nouvelles nous viendront du message du chef de l'État ce soir, dans le sens de la grande attente du peuple, à savoir la libération des prisonniers de la crise post-électorale de 2010 et suite, et le gel de la mesure d'augmentation de l'électricité, eh bien, pour un renforcement de la cohésion nationale autour de l'événement sportif que nous attendons tous et pour lequel aucun Ivoirien, aucune famille ne doit être privé de sa mobilisation, de son soutien, de sa célébration et de sa joie légitime. Eh bien, c'est avec ces souhaits que je vous dis bonne et heureuse année 2024 à toutes et à tous. Vive la Côte d'Ivoire pour que vive l'Afrique libre, souveraine et prospère. Je vous remercie. Dieu est amour.